tué deux hauts commissaires iraniens, parmi lesquels le général Qassem Soleimani. L'Iran promet de se venger. L'Europe continue à croire à la bonne foi de l'Iran de réduction de son arsenal nucléaire. Malgré cela, notez qu'en juillet dernier, l'Iran annonçait avoir saisi un navire britannique au détroit d'Ormuz, mais les Américains ne font confiance à personne. Ils sont sortis de l'accord du nucléaire iranien et on note que hier Trump a dit ceci: l'Iran n'a jamais gagné une guerre mais n'a jamais perdu une négociation. L'Iran n'a jamais perdu une guerre mais n'a jamais gagné une guerre mais n'a jamais perdu une négociation. L'Iran également qui a annoncé sortir du nucléaire, de l'accord du nucléaire. L'Iran va continuer donc son enrichissement en uranium et l'Iran promet une vengeance après la mort du général Qassem Soleimani. Alors, qu'est-ce que va nous donner cette guerre des nerfs entre les États-Unis et l'Iran? Nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans cette partie du monde entier. Madame, Monsieur, nous sommes le lundi, nous sommes le 6 janvier 2020. C'est une journée de rentrée scolaire pour les élèves du secondaire et du primaire, rentrée du deuxième trimestre. Et comme chaque matin, nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs temps forts de cette émission. L'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Bachou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier au ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Les antituberculeux sont rares. Non, sont finis, pour être plus précis. On apprend que certains vaccins ne sont plus subventionnés. Que se passe-t-il au ministère de la Santé? Il est temps que des éclaircissements soient faits. À défaut de cela, ça sera très grave. Parce qu'on a des nouveau-nés. On a des adultes eux-mêmes aussi qui souhaiteraient prendre ces différents vaccins. Voilà, merci beaucoup à vous, Charles Hamel Bachou. On va vous retrouver tout à l'heure à 10h30. Madame, Monsieur, rendez-vous à ne pas rater au cœur du 10-12, le Zénith. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopossi. Bonjour aussi à nos téléspectateurs. Un an après sa nomination au poste de Premier ministre, qu'a fait Dion Ngouté? Quel est son bilan selon vous? Qu'est-ce qui vous a marqué durant toute cette année avec le Premier ministre, chef du gouvernement? Quels ont été les temps forts de sa gestion depuis le début? On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Voilà, Joseph Dion Ngouté qui a été nommé le 4 janvier 2019, donc ça fait un an exactement, un an de Joseph Dion Ngouté qui est plutôt très populaire au sein de l'opinion publique camerounaise. On aura l'occasion d'en parler également sur le plateau ce matin. Bombok Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le professeur Pauline Nalova-Lyonga a rendu public le calendrier des examens officiels relevant du ministère des enseignements secondaires. Nous pensons que cette fois-ci, nous espérons que cette fois-ci, ou alors nous osons croire que cette fois-ci, les fêtes religieuses ne vont pas perturber les examens. Que ce soit les Pâques, les fêtes de moutons, des ramadans, de ceci. Merci Madame d'avoir rendu public à temps de ces examens. Voilà, on sait à quoi s'en tenir. Désormais, en espérant que ce tableau de bord ne soit pas dérouté en cours de chemin, en cours de route. On va démarrer avec la première articulation très rapidement, Madame, Messieurs. Je rappelle, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'émission 10-12 le Zénith. Vous allez poster votre commentaire sur la page 10-12 le Zénith sur Facebook uniquement. Vous postez vos commentaires sur tous les sujets sur lesquels vous souhaitez revenir. Donc, soyez-en rassurés. Donc, voici l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek est avec nous encore ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je vous raconte l'histoire d'Hélène et de Marc, âgés respectivement de 23 et de 31 ans. Hélène a rencontré Marc, elle était âgée de 20 ans, et celui-ci est venu faire le toquet-porte chez eux, dans sa famille. Quelque temps après, il l'a aidé à entrer dans la police à travers le concours, et celle-ci a réussi. Lorsqu'elle a été affectée quelque temps après, elle est tombée enceinte de Marc.
Et puisqu'elle était dans une autre ville, elle raconte que elle a appris que Marc est resté se marier dans la ville de Douala alors qu'elle n'était pas là, à son insu. Le problème, ça a été terrible parce que celui-là lui a fait savoir que la fille qu'il a épousée a été le choix de Dieu. Parce que la fille avait une attitude, un comportement qui laissait présager que c'était elle sa promise. Elle n'a pas eu de problème avec ça. Elle lui a dit, moi je t'aime et je veux être avec toi. Moi, ça ne me dérangerait pas d'être ta seconde épouse. Marc lui dit non. Moi, j'ai signé monogamie jusqu'à l'église. Donc, il n'y a pas moyen que je t'épouse. Sauf si tu serais d'accord pour que je vienne simplement te doter. Mais il n'y aurait pas de mariage entre toi et moi. Hélène dit que sa famille est d'accord avec cette situation, mais la mère de Marc est contre. La mère de Marc estime qu'elle ne veut pas. Il peut simplement s'occuper de leur enfant aujourd'hui qui a 2 mois. C'est tout, et elle ne veut pas d'Hélène comme belle-fille supplémentaire. Elle dit que Marc a reconnu l'enfant, il paye son loyer, mais c'est tout. Il ne lui donne pas d'argent pour ses besoins personnels. À côté de ça, Marc a 3 enfants qui sont sensiblement âgés du même âge. Donc, il a sa femme, l'officielle, qui a un enfant. Hélène, elle a un enfant, et il y a une autre femme qui a également un enfant avec Marc. Donc, la question d'Hélène ce matin, c'est de savoir, elle a posé la question de savoir, dans 10 ou 15 ans, elle ne sait pas le nombre d'enfants qu'ils auront. Quelle sera sa situation à ce moment-là? Et elle aimerait qu'on l'aide à se décider. Est-ce qu'elle accepte qu'il vienne la doter et qu'il ne l'épouse jamais, ou auquel cas qu'elle reste seule? Je rappelle qu'elle a 23 ans. Évangile selon saint Marc. Il me semble que ceux qui vont à l'église doivent bien savoir que Marc, c'est un prénom très présent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et que d'ailleurs ce Marc-là a écrit on dit une évangile ou un évangile? Une évangile, non? Voilà, évangile selon saint Marc. Donc il a lui aussi sa vision de ce que Jésus était. Alors on va se poser une question très très simple ce matin, parce que on voit très bien que cette jeune femme souhaite avoir un statut, souhaite se sécuriser, même si beaucoup y voient un tout petit peu un désespoir vu son âge. À 23 ans quand même, on peut pas autant signer sur un homme, c'est ce que beaucoup diraient. Il y a également cet homme-là qui malheureusement est ce qu'il est. Dans cette histoire, finalement, comment la démêler? Comment démêler les fils pour mieux sortir l'enseignement qu'on pourrait en tirer? Je pense qu'il y a 3 éléments importants à mettre en exergue. Le premier, c'est que Marc ne réfléchit pas. C'est sa maman qui décide chez eux. Sa maman qui décide. Il dit, je n'ai pas besoin de telle belle-fille, je n'ai pas... C'est fini, c'est sa maman qui décide. Lui-même ne décide pas. Deuxième élément, c'est que Marc, vous avez là déjà 3 enfants avec 3 filles différentes. Ça veut dire que sûrement sa maman ayant observé ce que j'appellerais ce vagabondage, entre guillemets, de l'enfant de 30 ans, ça l'inquiétait. Il faut bien que l'enfant puisse se stabiliser. Mais se stabiliser voudrait dire pour la maman qui contraint son fils, que être polygamique, l'église, tout un tas de trucs. Voilà, deuxième. D'autres éléments, c'est Hélène, qui semble aimer Marc et pose un problème qui risque de l'amener dans, j'allais dire, en prison, si j'ose m'exprimer ainsi. La prison, c'est quoi? Elle accepte d'être dotée, ça veut dire qu'elle est la femme de Marc. Qu'il y ait la bague ou pas, qu'il y ait l'église ou pas, qu'il y ait l'état civil ou pas. Vous dotez une femme, c'est votre femme. Vous la dotez, c'est votre femme, et on va vous enterrer dans sa famille. Donc ça, c'est voilà un peu ce que ça pose comme problème. Mais ici, je pense que le garçon, Marc, quand il va grandir, finalement, il pourra faire des choix. Donc je demande à Hélène de rester calme, de ne pas s'engager dans les doutes maintenant, qu'il laisse que son gars, peut-être qu'elle peut se retenir puisqu'elle est déjà policière, elle a un peu de moyens et on gagne l'avant qu'elle reste avec l'homme qu'elle aime, et nous, il n'est pas interdit d'avoir 2 ou 3 femmes demain. Donc Marc peut revenir à sa décision quand il va sortir des jupons de sa maman. Donc il faut qu'elle reste patiente. Elle reste patiente. Elle reste patiente. Voilà, Marc va sortir sûrement des jupons de sa maman. Karine, qu'est-ce que vous dites à Hélène ce matin? Si je n'ai déjà député,
Elle n'a que 23 ans. Et pour elle, c'est Marc qui est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il a 3 enfants. Il a 3 enfants, 3 pères. C'est très mauvais pour elle. C'est mauvais, c'est toxique. Ça va même lui donner de la dépression. Là où elle est là. Si elle a réussi à écrire l'histoire, ça veut dire que dans sa tête, elle ne dort pas. Une femme qui a un bébé de 2 mois, qui a un emploi, et qui psychologiquement n'est pas stable parce qu'elle est dans une relation toxique, pour elle, a un problème. Elle n'aime pas Marc. C'est trop facile pour vous. Non, non, non. Elle n'aime pas. Ce n'est pas une affaire de facilité. C'est une femme qui est là maintenant seule. Oui. Et qui pense que parce qu'elle a fait un enfant avec un gars, le gars doit vraiment l'épouser. Si le gars a pu te laisser avec le bébé en main, épouser une autre femme avec laquelle il a un enfant, et pourtant il a encore un autre enfant, ça veut dire qu'en fait, d'abord tu t'aimes pas d'abord la seule, et en plus c'est même pas toi qu'il veut. Il te dit bien, le gars dit bien, que c'est elle qui était faite pour ma vie. Aka, tu fais encore quoi là? Tu as passé tout ton temps avec un homme, vous avez évolué ensemble, vous avez passé le temps à projeter votre vie ensemble, et à un moment donné, il se marie avec quelqu'un d'autre et il dit que non, c'était lui qui était le bon. C'est la même chose que lorsque nous on passe du temps avec vous, et qu'à un moment on épouse un autre, ça veut dire que ce n'était pas vous le bon. Donc il faut qu'elle comprenne qu'il n'était pas son mari à elle, et que même avec cet enfant et son métier de femme en tenue, elle peut trouver un autre mari, peut-être meilleur, et qui va savoir la valoriser. Parce que lui là, il n'a pas encore vu le genre de femme qu'elle est. Il n'arrive pas à l'apprécier. Et elle se perd. Elle se perd parce qu'elle préfère être deuxième épouse alors qu'elle est arrivée en premier lieu. Elle préfère être deuxième épouse, être seulement dotée, ne même pas avoir la bague, juste parce qu'elle veut être la femme de Marc. Et c'est insuffisant pour dire qu'on veut se marier. C'est trop insuffisant même. Et après quoi? Et après quoi, quand elle va rester avec lui là, ce sera bon? Qu'est-ce qu'elle va penser quand il ne sera pas avec lui, avec l'autre femme? Qu'est-ce qu'elle va penser? Voilà. Vous n'êtes pas dans sa tête, hein? Non. Pour savoir ce qu'elle ressent. Par rapport dans son cœur. Non. Pour savoir. Tout ce que nous disons ici. Ce que vous dites maintenant, c'est parce que vous êtes très éloigné. Vous avez un regard extérieur à cette. Tout ce que nous disons ici, c'est parce que nous sommes extérieurs, monsieur Foupoussi. Oui, tout ce que nous disons. Oui, non, oui, tout ce que nous disons sur ce plateau, c'est parce que nous sommes extérieurs à la situation. Extérieur, c'est une chose, mais savoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi l'autre agit d'une manière. Je me mets à sa place. Nous avons quasiment le même âge. Nous avons, elle et moi, nous avons quasiment le même âge. Je ne vois pas en quoi je dois être dépitée par rapport à un homme qui ne veut pas m'épouser. Ça, c'est vous, non? Non, non, non. Justement, s'il faut se mettre à sa place, elle, si je dois me mettre à sa place, ok, on a fait un enfant, il a 2 mois, c'est l'occasion pour elle de se prouver à elle qu'elle peut. D'accord. Je pense que quand on fait la police, à un moment donné, on vous apprend à être indépendant, à vous défendre lorsque vous êtes face à une situation. Non, les policiers sont personne prêts. ne vous donne la notice du cœur. Hein. Personne ne donne la notice. On ne donne pas la notice. Ce n'est pas un problème de C'est pas, défense. c'est pas la notice C'est du un cœur. problème d'éducation. Oui. Hélène est éduquée dans une famille. Elle est élevée dans une famille. Donc il n'y a Voilà. pas. Et sûrement, elle n'a jamais pensé qu'elle aurait des enfants avec plusieurs pères différents. Il y a des femmes qui en font un principe. Absolument. Et elles le gravent sur. Ça veut dire que vous du acceptez aussi, comme une fois sur ce plateau, vous avez dit qu'un homme n'était pas bantou parce qu'il ne voulait pas faire des enfants avec plusieurs mères différentes. Donc vous acceptez que quelqu'un peut avoir pour principe de faire ses enfants avec une seule personne. Donc comme elle l'a, il ne veut pas l'épouser. Il ne veut même pas faire d'elle sa femme. Il veut la doter et la garer. Ok, non. vous l'avez dit. Alors, Charles Hamel, qu'est-ce que vous dites ce matin? Devant certaines situations, la logique ne suffit pas. Le raisonnement logique ne suffit pas, M. Eric Fopoussi. Quelle attaque? Il faut une empreinte d'émotion à des moments pour gérer un genre de situation. Vous allez vous rendre compte en parcourant toute l'histoire que ceux qui sont décédés seuls sont les intellectuels, M. Eric Fopoussi. La majeure partie des philosophes ont vécu sans femme. La majeure partie des écrivains ont vécu sans femme. La majeure partie des enseignants et certains politiciens des grands scientifiques. Des grands scientifiques sont décédés sans femme. Pourtant, ils avaient toute la logique nécessaire, M. Eric Fopoussi. Donc, pour dire que ce n'est pas parce qu'elle a entendu que forcément elle a la logique. Non, M. Eric Fopoussi. C'est impossible. Cet enfant qu'on appelle Marc est charmé par sa mère. La maman de Marc l'a charmé, M. Eric Fopoussi. Vous savez qu'il y a des mamans qui basent leur fonds de commerce sur leur enfant. Ça veut dire qu'elles pilotent l'enfant du début à la fin. Ce n'est qu'après sa mort. Oui, leurs enfants garçons. Ce n'est qu'à la mort de la maman que le gars est libéré. Oui, ce n'est qu'à la mort parce que la mère
Elle pilote tout jusqu'à la respiration dans le couple. Elle pilote tout, monsieur Eric Fopoussi. La mauvaise personne dans cette histoire, c'est la maman de Marc. Elle est présente partout. Elle est dans tous les échelons de la vie de ce pauvre garçon. Je parie que le premier enfant qu'il a fait, c'est la maman de Marc qui a dit que je n'ai pas envie de mourir vieille. Fais-moi un enfant, fais-moi un enfant, fais-moi un enfant, fais-moi un enfant. Il a fait l'enfant. Après, elle dit non, c'est pas la femme, elle voulait seulement un enfant. Maintenant, marie-toi. Il faut que tu te maries. Parce que s'il n'aimait pas cette fille, il n'allait pas l'aider à entrer à la police. C'est quand même un énorme investissement. Il n'allait pas l'aider à entrer à la police. Il y a quand même peu d'hommes. Aujourd'hui, elle est entrée à la police. Je ne cherche pas à connaître le grade. Mais au bas mot, elle a traversé les 100 000 francs. Donc, elle a plus de 100, 110 000, 120 000 francs en termes de salaire. Donc, ça suppose qu'elle peut se prendre le surplus qu'il donne, ce qu'elle touche déjà, lui permet de s'occuper. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim, monsieur Eric Fopoussi. Donc, elle n'est pas derrière lui parce qu'elle veut manger. Elle n'a pas faim. Donc, voilà. Monsieur Eric Fopoussi, ce coup a été préparé depuis par la maman. Alors, la fille, Hélène, c'est une très bonne fille. Et là, je lui tire un coup de chapeau. Elle a compris le sens de la vie. Elle a compris le sens du mariage. Le sens de la vie, c'est avoir un homme. Le sens du mariage, c'est de n'aimer que son homme. Et elle est dans cette logique. Le gars a les yeux fermés, il a les yeux flous. C'est le choix de ses parents. C'est sa mère qui a dit, marie-toi. Il l'a marié, c'est sûr que la mère l'a amené chez les Ngambi. Le gars ne raisonne pas. Et je crois que je rejoins Bombok qui a dit qu'elle reste tranquille. Elle a son travail, qu'elle reste tranquille, qu'elle continue à fréquenter ou à aller à être policière, qu'elle reste dans son logiciel. C'est un très bon logiciel. Voilà. Qu'elle accepte les conditions du gars de l'heure actuelle. Non, pas forcément la dot. Pas forcément la dot. Non, qu'elle pour le moment, elle continue à se fréquenter. Oui, qu'elle reste en attendant que les yeux. Vous savez, monsieur Difopoussi, sur 80% des cas, baladez-vous dans la ville de Douala, à Yaoundé, à Beto, à Bafoussam, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop d'hommes malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? Parce qu'ils sont passés à côté de la chance de leur vie. Quelle était cette chance de leur vie? Ils ont eu les bonnes femmes. Mais ils ont laissé ces femmes leur glisser entre les doigts. Ils ont épousé de mauvaises femmes qui, au lieu d'amener le bonheur, a plutôt amené la tristesse, le malheur et la désolation dans la vie. Et ils sont nombreux. Dans les familles riches, alors, n'en parlons plus. Des mariages organisés. On dit non. Nous, notre famille pèse 10 millions. La famille d'en face pèse 80 millions. Cherche à épouser les filles. Pourquoi on essaie d'équilibrer, on parvient en termes d'affaires. Il n'y a pas amour, c'est l'intérêt. Les parents se projettent derrière et vous allez vous rendre compte que ça brise la vie de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne parviennent pas à se retrouver. Raison pour laquelle ils font souffrir la polygamie. Oui, monsieur Eric Fopoussi, parce que vous allez vous retrouver un individu, un hybride total, qui avait une femme, parce qu'il s'est rendu compte que c'est le choix de ses parents, et il vient dire, ah non, je suis polygame. Non, monsieur, vous n'êtes pas polygame. Vous n'êtes pas accepté dans la confrérie des polygames. Ce n'est pas ça la polygamie. Non, c'est pas ça la polygamie. D'accord, c'est compris. Faut qu'on termine dans Alors, je voudrais quand même faire un petit commentaire sur ce que vous avez dit, parce que c'est quand même intéressant. Je me suis rendu compte que dans les maternités, désormais, quand les femmes font des garçons, dans les maternités, elles se croient des surfemmes. Hein. Voilà. Oui, je ne comprends pas ce phénomène. Peut-être parce que dans une maternité, vous avez 8 femmes qui ont des filles et 2 seulement qui ont des garçons. Mais elles se prennent et disent que non, mon garçon, non. Vous voyez, les femmes, elles misent des choses sur leurs garçons. Des jeunes filles aujourd'hui, hein, pas que c'est des mamans. Des jeunes filles qui disent que mon garçon qui est là, il aura tel comportement. Je vais le mettre comme ça. Aucune fille ne va venir. Mais vous comprenez que ces femmes-là, elles nourrissent déjà un futur sur leur garçon qui n'a que 6 mois. le pauvre. Dominique Audrey, un mot sur l'histoire de ce matin. Oui. Je suis de ceux qui respectent les décisions et les choix des gens. Hélène a choisi d'entrer dans la polygamie intentionnellement et ça, je le respecte. Oui, parce qu'elle a certainement pesé le pour et le contre. La relation qu'elle a avec Marc, c'est une relation particulière. C'est vrai qu'on va dire que ça fait à peine 3 ans qu'ils sont ensemble, mais durant ces 3 années, il y a beaucoup de choses qui se sont construites. Le moment d'éloignement entre les deux a fait qu'il y ait une autre femme qui se soit interposée. C'est ça le problème que moi j'ai eu, qu'il n'ait pas précédemment dit à Hélène qu'il envisageait de se marier, et le mal encore, c'est qu'il ait signé le régime monogamique. C'est ça qui la condamne également. Allez savoir
qui est la fille en face, la fille d'en face, et quel est son poids. Pourquoi il a choisi de signer monogamie avec elle. Si la famille d'Hélène et elle-même est d'accord, sont d'accord, je veux dire que s'ils se sont entendus pour qu'on accepte la dot, moi j'ai pas de problème avec qu'elle accepte la dot. Et comme Père Momboka dit, si c'est le mariage, si on considère que c'est ça, le mariage du côté de la tradition, d'accord, qu'elle se marie avec lui. Ce n'est pas réducteur qu'un homme épouse une autre et qui vienne avec vous. Si on va sous le prisme de la polygamie, ça fonctionne et ça marche. Il y a un bémol qu'il faut dire. Sauf que à l'heure actuelle, c'est elle qui met la pression à Marc. Il ne faut pas qu'elle mette la pression à Marc de manière volontaire. Marc décide de venir doter. C'est elle qui met la pression. C'est pour ça qu'on lui dit reste tranquille jusqu'à ce qu'il y ait cette étincelle qui déclenche en lui. Ça sera l'étincelle de la vérité lorsqu'elle va déclencher. D'accord. Maintenant, il va dire je viens merci. officiellement. Mais qu'elle ne mette pas la pression, non. Ok, alors, petit point de droit. Dans l'histoire de ce matin, il faut juste rappeler que lorsqu'on est marié sous régime monogamique, si vous contractez un deuxième mariage, ce n'est pas la polygamie, c'est la bigamie. La bigamie est une... Là, c'est sur le papier. La bigamie est une infraction. C'est sur le papier. C'est pas pour vous que je le dis, monsieur Bachou. Okay, je précise que malgré les développements qu'il y a eu ici, sur le plan du droit, le Cameroun est un pays qui a des textes de droit. Voilà ce que ça dit. À chacun d'en tirer ses conclusions. Je préfère le dire parce que même l'épouse officielle de Marc peut intenter une procédure, attaquer justement cette dot comme étant et c'est là où elle va ouvrir les yeux de Marc. Et ils vont ouvrir là, ce sont les points de droit, ce sont les pistes juridiques que je présente pour que désormais on ne pense pas que ce plateau est uni. Ça veut dire que là, au moins, le droit nous a donné la possibilité de nous marier encore. Ok, Bombok, on va, bien sûr, puisque la polygamie au Cameroun n'est pas interdite, c'est lorsque vous avez signé polygamie, vous pouvez épouser 100 femmes si vous voulez. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la colère de Charles Hamel pour la suite de l'émission. Mais je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission, donc 10-12 le Zénith sur Facebook. Vous tapez et vous postez votre commentaire, hein, juste votre commentaire. Et nous lirons les messages en deuxième partie d'émission lorsqu'il sera 11h. Tout de suite, Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la sous-scolarisation dans la région de l'extrême nord, Cameroun. Nous sommes en pleine rentrée scolaire, si vous voulez, du deuxième trimestre. Les enfants ont repris le chemin dans le centre sud, littoral, mais comment ça se passe dans l'extrême nord? Point d'interrogation. Ne posez surtout pas la question à nos ministres de la République. Ils ont voulu sauver la rentrée, mais ils n'ont pas sauvé l'école. Les images qui nous parviennent de l'extrême nord ne sont pas rassurantes quant à la qualité des infrastructures scolaires qu'à la qualité de la formation. Comment comprendre qu'à ce jour, l'extrême nord soit derrière en termes d'éducation? Comment comprendre qu'à ce jour, 6% des enfants de l'extrême nord ne sont pas scolarisés? Comment comprendre que le passage de plusieurs fils de la région au ministère de l'Éducation de base et des enseignements secondaires n'a en rien changé la donne? On a eu Mme Aman, Mme Youssouf, M. Moumouna Foutsou et M. Bayola Boniface qui ont tour à tour été ministres de l'Éducation de base. Qu'ont-ils fait? Telle est la question qu'on se pose, parce qu'à l'extrême nord, l'école sous l'arbre se porte bien. Comment comprendre que jusqu'à présent, les enfants soient assis à même le sol? Il y a une absence notoire des salles de classe et des enseignants. Savez-vous que dans l'extrême nord, qui est à ce jour la région la plus sinistrée, 70% des enseignants sont rémunérés par les parents? Savez-vous que seul 1 sur 3 enfants en âge préscolaire est inscrit et la disparité du genre est encore une préoccupation majeure? L'extrême nord souffre de plusieurs maux. Nombre insuffisant d'enseignants qui n'ont pas reçu de formation adéquate et sont déployés d'une manière inefficace.
Rappelons-nous de ces images de cette dame qui était en même temps maîtresse, en même temps directrice d'école, qui enseignait plusieurs classes. Rappelons-nous encore du CS de Guinadji, qui est là à démontrer toute l'horreur dans le système d'éducation et de formation. Les infrastructures de base de la plupart des établissements scolaires ne sont pas appropriées. Savez-vous que seuls 4 sur 10 écoles sont pourvues d'électricité? 3 sur 5 sont pourvues d'eau potable. 1 sur 10 sont pourvus de tables-bancs, véritables tables-bancs. Le reste, c'est des adaptations. 2 sur 3 sont pourvus de latrines et de kits de premiers secours. 1 sur 8 établissements a un réfectoire, si vous voulez une cantine. 2 sur 5 écoles sont bien clôturées pour la sécurité des enfants. De plus, vous devez savoir que parmi les 171 écoles affectées par les inondations, dans le nord et l'extrême nord, seuls 34% ont été réhabilités, le reste, niet. Ce qui fait en sorte qu'on a 28 912 enfants qui ne vont pas à l'école. Sinon, qui étudient à l'école coranique. Savez-vous qu'en ce qui concerne les manuels scolaires, le Cameroun est classé comme un des pires pays de l'Afrique subsaharienne pour le ratio élèves-manuel scolaire. Un manuel scolaire pour 12 élèves. Environ 17% des classes n'ont pas accès au manuel de langue et 27% n'ont pas accès au manuel de mathématiques. Ainsi, 49% des écoliers ont des difficultés à lire, dont 26,6% ne peuvent lire, encore moins écrire le moindre mot. Savez-vous que le taux de scolarisation dans l'extrême nord, 18% de la population est composé d'enfants âgés de 3 à 5 ans et 17% de 6 à 14 ans. Et pourtant, le taux d'inscription scolaire dans cette région est le plus faible du pays. Le nombre d'élèves par classe est très élevé, avec une moyenne de 104 élèves par classe par rapport à 66 élèves par classe au niveau national. Savez-vous que plus de 400 000 élèves de l'enseignement maternel et primaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun ne possèdent pas d'acte de naissance? On s'est battu pour établir, mais rien. Savez-vous que cette région fait partie des zones les plus sous-scolarisées du pays, avec en moyenne 50% dans l'enseignement primaire et maternel? On tolère généralement que les enfants aillent à l'école, quitte à exiger des documents plus tard. Savez-vous qu'avant l'arrivée de Boko Haram, l'extrême nord était déjà la région la plus pauvre du Cameroun, avec 74,3% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Les élites ne manquent pas, les hommes d'affaires ne manquent pas, seule l'école manque, seules des têtes bien pleines, des têtes en construction sont en manque. Quand on voit ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun, on a du mal à accepter et entendre le discours de ces personnes qui disent que le Cameroun se porte bien, qu'on circule et rien à voir, et que ceux qui tentent de dire autre chose que ça, c'est ternir l'image de marque du Cameroun. On a vraiment du mal à entendre ce discours-là, un peu trop facile. C'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup de la crise anglophone et que on a un tout petit peu éteint les projecteurs sur l'extrême nord. Il faut rappeler que Boko Haram continue à mener des attaques dans cette partie du pays, malheureusement pas relayées du tout par les médias. On ne comprend pas pourquoi. Il n'y a que l'Œil du Sahel qui tente le plus souvent de rappeler les prises d'otages, les attaques, attentats qui sont perpétrés dans cette partie du pays. On rappelle aussi que sur le plan de l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui est lié à Boko Haram, même si Boko Haram a amplifié cet état de sous-scolarisation de l'extrême nord du Cameroun. Et comme vous l'avez vu, les images sont assez parlantes. On voit très bien que là-bas, les infrastructures en termes de système éducatif sont à un niveau peu acceptable et peu accepté pour ce qu'on appelle la fille aînée du renouveau. On ne peut pas admettre ça dans un pays comme le Cameroun qu'au 21e siècle, qu'en 2020, qu'on ait encore des écoles qui soient autant plongées dans une défectuosité infrastructurelle, d'infrastructure. Donc c'est une question que nous voulons adresser ce matin et le dire avec une colère forte ce matin, ce sujet. Alors bon, Bengal, sur ce que décrit, sur ce que dépeint ce matin, cher Lamel, quelle est votre lecture?
Non, le Grand Nord en général et l'extrême Nord en particulier, c'est les zones sinistrées. Et c'est comme si nous avons pris l'engagement de ne pas porter ces régions-là à la modernité. Je dis bien, il semble comme si nous avons pris cette décision-là. À notre époque, quand on faisait notre certificat d'études primaires indigènes, le Grand Nord, la province du Nord à l'époque avait ses épreuves à part. Donc, comme lorsque tout le Sud avait les mêmes épreuves de CEP, de BPC, de baccalauréat, ils avaient les épreuves à part. Le Grand Nord, oui. Oui, c'était la province du Nord, oui. Même de baccalauréat. Et même l'entrée à l'ENAM dans certaines écoles, ils avaient des facilités. Et ça veut dire que la sous-scolarisation était actée déjà, jusqu'en 1980, et milieu des années 80. C'est quand même regrettable qu'on en soit encore à ce niveau aujourd'hui, où je ne sais pas à quoi sert le gouvernement. Parce que faudrait-il que l'UNESCO rende public ces rapports pour s'en convaincre? Est-ce que les autorités administratives, donc le premier travail consiste à remonter les doléances des populations, attendre, en fait, je ne sais pas, attendre quoi pour le faire? Parce que lorsqu'un sous-préfet, un préfet, un gouverneur est affecté, il y a dans son chronogramme 2 visites importantes. Il y a d'abord la visite de prise de contact et la visite économique. Et généralement, le terme utilisé, c'est que je vais transmettre le rapport à la hiérarchie. Mais bon, nous sommes tellement devenus, c'est un aîné qui le disait encore, nous sommes empêtrés dans les protocoles, au point où on ne peut pas, je n'en sais rien, mais cette région quand même a le président de l'Assemblée nationale. Tout à fait, justement, et c'est là, Chalamel évoque même que il y a eu Youssouf Adjidja, il y a eu Adam Adama qui sont passés au ministère de l'Éducation de base. Mouna Foutsou, aussi tous ces gens qui sont passés. Alors, il y a aussi une élite à l'extrême nord qui est surpuissante. Tout récemment, ici, on célébrait une action de Jérémy Djita. Il remettait les clés d'une école publique qu'il a construite à Batoufa. Il a réhabilité. Bon, enfin, qu'il a construit. Il a réhabilité. Il a réhabilité. Chalamel, ça reste des salles de classe. Donc, ça reste des salles de classe. C'est important de le signaler. Et on voyait on s'imaginait que ça pouvait être une action qu'on ferait partout au Cameroun, que nous n'aurons pas, comme on l'a vu dans l'image illustrative tout à l'heure, des enfants qui sont assis à même le sol à prendre des cours dans des cabanes de circonstances, de fortune. Je pense que le président de l'Assemblée nationale nous a donné une réponse claire, où il veut dire que le gouvernement et l'État du Cameroun a décidé de ne rien faire pour l'éducation. Il a dit, vous accouchez beaucoup d'enfants. Donc, est-ce que dans les cercles du pouvoir, il est établi là-bas, il existerait une loi non écrite pour dire que comme les femmes de l'extrême nord accouchent beaucoup d'enfants, il ne faut pas construire des écoles là-bas, il ne faut pas les éduquer. Ça vient, c'est le propos du président de l'Assemblée nationale, c'est pas de mien. Mais c'est quand même... Donc, il faut qu'on les analyse. C'est quand même assez surprenant. Mais assez surprenant comment? Je veux dire que voilà la deuxième personnalité de l'État. Le niveau d'analyse. Mais la deuxième personnalité de l'État qui le dit à des moments critiques où on vient lui présenter le chapelet des doléances. Il dit, mais on ne peut pas, l'État du Cameroun ne peut pas vous aider, vous accouchez beaucoup. Donc, écoutez, alors que... on croirait parler un étranger qui arrive au Cameroun et découvre des gens qui marchent avec un cache-sexe et fait comme si, voilà, ces gens-là ne sont pas des frères et des sœurs. C'est un peu comme Tintin au Congo, qui arrive là, ils découvrent que, ils ont aussi des autoroutes ici. Parce que voilà. Moi, j'ai l'impression que le président de l'Assemblée nationale nous a dit une chose qui se cache toujours et dont on ne veut pas dévoiler. Il a repris là exactement les propos du président français actuel, Emmanuel Macron. Il a dit, l'Afrique ne se développe pas parce qu'elle accouche beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il dit accoucher moins. Lorsque la troisième personnalité d'un État vous lancez ça à la figure,
et qui plus est l'élite de la région. J'ai l'impression que là, on applique donc la politique française d'un moment et qui entre tous dans azimuts. ce chapitre. Oui, tous azimuts. Oui. Donc, mais c'est triste de le dire. D'accord. C'est vraiment triste. Et c'est pour ça que je dis, pour les élites aujourd'hui, au moins ceux qui sont, comme on disait à notre époque, évolués, ils commencent à sanctionner. Il faut commencer à sanctionner ces élites-là. Voilà. Dominique Audrey, cette question que nous mettons sur la table ce matin n'est pas une question, c'est pas un hasard. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2020, c'est la rentrée scolaire du deuxième trimestre au Cameroun. Donc on parle de l'école, on parle des infrastructures à l'école, et là, projecteur sur l'extrême nord. Et on voit très bien que là-bas, il y a une telle pauvreté qu'on en viendrait à griller une petite larme quand même. Pas juste une larme, hein. On pleurerait même toutes les larmes de notre corps parce que ça ne changerait rien ou ça ne changerait rien pour nous autres qui avons une certaine sensibilité. Oui. Pour nous autres qui partageons, parce qu'à dire vrai, on est tous au même niveau. Il y a une catégorie de personnes en haut et nous sommes tous en bas. Heureusement, nous sommes dans des centres-villes. Si on épouse même la pensée de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quelles sont les mesures qu'on a prises pour que les femmes n'accouchent plus là-bas? Quelles sont les campagnes qu'on a faites pour que les femmes n'accouchent plus là-bas? Est-ce qu'on sont suffisamment scolarisés pour savoir qu'on compte le cycle menstruel? Je ne pense pas. On en revient donc à dire qu'il faudrait que les gens aillent à l'école. Monsieur Fopoussi. Donc vous lui répondez cash? Oui, envoyer les gens à l'école, apprendre comment on espace les naissances. Voilà, donc les deux éléments ont un lien? Totalement. C'est ce qu'il faut lui dire. C'est lié, oui, c'est lié. Oui. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'a jamais su, en réalité, ce que ça implique, un cycle menstruel, que n'accouchez pas, la personne ne sait rien. Mon mari va venir, il fera ce qu'il aura à faire et boum, j'aurai une grossesse, c'est tout. Apprenez-leur que on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et ça passe par l'école. Si ça ne passe pas par l'école, quelles sont les campagnes qu'ils ont menées dans ces endroits-là? Aucune. Monsieur Fopoussi, on a connu le phénomène Boko Haram dans ces régions-là. Et quand on sait également que ces populations sont pauvres... Et on continue à connaître le phénomène. Oui, ce n'est même pas encore fini. Oui. Et on sait que les écoles ont été détruites. Quelles sont les écoles qu'on a aménagées, même dans des endroits un peu plus sécurisés, pour que les enfants... Parce que le taux de scolarisation, d'abord faible, a accru avec ces attaques de Boko Haram-là. Oui. Rien n'a été fait. Dans la région du Nord, là-bas, les parents, les familles n'ont pas suffisamment de moyens. Ce qui fait que lorsqu'on a 6 enfants, on favorise certains enfants pour qu'ils aillent à l'école. Et maintenant, très peu de parents même envoient leurs enfants à l'école parce qu'ils savent que le rendement même, la possibilité d'avoir une rentabilité avec un enfant qu'on envoie à l'école est peu probable parce qu'il n'y a pas d'emploi. On préfère garder ces enfants-là là-bas. La loi d'avril 1998 consacre la gratuité de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, l'école primaire. Pourquoi là-bas, étant donné la situation économique de ces personnes-là, on ne leur donne pas accès à l'école? On n'en sait rien. J'ai envie de dire que dans notre gouvernement, c'est chacun qui fait... on a plusieurs pays. Un ministère au Cameroun représente un pays dans ce Cameroun-là. Parce qu'on devrait avoir le ratio enseignant-nombre d'écoles. Ce qui n'est pas fait. On devrait avoir le ratio, l'âge de la scolarisation des enfants. Moi, là, j'interpelle le recensement. Parce qu'à travers le recensement, on sait quel nombre d'enfants peut déjà aller à l'école dans cette région-là. Et ce qui favorise la création des écoles. Ce qui n'est pas fait. À dire que je ne sais pas comment on peut faire. D'accord. Je ne sais pas comment on peut faire pour endiguer cette situation-là. Ce que vous venez de dire est l'illustration et la confirmation de ce que nous avons les dirigeants qui voient les problèmes d'une manière assez rock'n'roll, permettez-moi le terme, parce que c'est surprenant, c'est un paradoxe. Tout ça est lié. Il ne faut pas regarder les problèmes comme on le voit au Cameroun, chacun son secteur. Je le redis encore, c'est important. Une école comme ce qu'on a vu en image tout à l'heure, à l'image illustrative, une salle de classe comme ça là, ça n'en est pas une. Un enfant, même si vous avez toute la volonté du monde de ne pas tenir dans une salle de classe comme ça, ça a un lien. C'est comme on dit aux gens qui nous gouvernent que la santé a un lien avec l'éducation. Les gens qui sont bien sont en santé
vont à l'école et ont de bons résultats. Donc tout ça s'embrique. Et donc quand on voit les gens agir en pensant qu'on va agir sur l'éducation pour ça, attendre 2-3 mois et agir sur la santé, lorsque vous arrivez d'abord sur l'éducation, vous vous rendez compte qu'en agissant, la mesure que vous prenez n'est pas efficace. Et il y a aussi la distance avec les salles de classe par rapport aux habitations. Parce que je crois qu'on s'est fondé sur la création des écoles par rapport à une certaine norme. Mais on ne peut pas appliquer ces normes-là un peu partout. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, Karine, sur cette question. Dans cette région, on parle de kamikaze pendant bien longtemps. Dans cette région, on parle... Kamikaze date depuis 2014. Voilà, 2014, c'est ça que je parle. Avec Boko Haram. Longtemps avant 2014, il n'avait toujours pas de classe. Voilà. Dans cette même région, on parle de sous-scolarisation. Dans cette même région, on parle d'avancée du désert. Et dans cette même région, on a des gens qui pensent que la campagne qui doit être faite pour l'école ne concerne que les jeunes filles. C'est de ça qu'on parle à l'extrême nord. À chaque fois qu'un ministre femme venant de cette région a quitté de son ministère, on nous a toujours dit qu'elle a favorisé, elle a permis à ce que l'accélération de l'éducation de la jeune fille soit faite dans cette région. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est même la jeune fille, le garçon lui-même ne va même pas à l'école, surtout à cause de ces infrastructures qui n'existent pas. La région de l'extrême nord, c'est aussi cette région qui est l'exemple même de notre gouvernement, l'exemple de ce que pensent les personnes qui nous dirigent. Vous vous rendez compte que le 4 novembre dernier, le député Mamadou Ali a osé dire que la sous-scolarisation dans la région à Maroua est l'œuvre des membres du gouvernement qui viennent de cette région. Quand même. On nous dit que c'est l'œuvre de ces gens. C'est eux qui vont construire les routes. Le député, lui, là, qui est à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi leur travail? C'est ça qui est le travail. Défendre les populations qui vous ont élus. Et ils ont l'argent des micros. Et ils ne le font pas. Les micro-projets, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Aujourd'hui, quand on nous parle de ils se lèvent quand même à l'approche des élections pour faire croire aux populations qu'on pense quand même à vous. Mais ça, c'est quand on pense à vous comme du bétail. Ça, c'est eux qui ont commencé à considérer les populations comme du bétail électoral, qui ne les connaît que lorsqu'on veut voter. Mais maintenant qu'on n'a pas encore voté, il n'y aura pas de route, il n'y aura rien. Vous vous rendez compte que récemment, on a montré sur les réseaux sociaux l'image d'un Caterpillar qui devait aller construire là-bas. Les populations disent on ne veut plus de ça ici. Parce que chaque fois vous venez nous tromper comme ça à l'approche des élections et après rien du tout. Voilà une population à qui on a fait croire que c'est votre président de l'Assemblée nationale qui vient de chez vous qui va vous aider. Mais rien du tout. C'est pas un ressortissant d'un village qui développe le village. Rien, j'ai jamais vu ça quelque part. Parce que généralement ils construisent des routes jusqu'à chez eux, ils mettent l'électricité chez eux et le reste dans le noir. D'accord. Alors, Chalamel, on fait le constat tous sur ce plateau que la situation est grave et on a le sentiment que personne ne semble vraiment prendre ça au sérieux. Rappelez-vous qu'à l'époque de Babatoura Amadou Aïdio, M. Eric Fopoussi, il était une zone que tout le monde enviait. C'était le Nord. On vendait le parc de Ouaza, on vendait la Benoué, on vendait la Damawa, on vendait le Kapsiki, on vendait tout et c'était agréable. Beaucoup de personnes adoraient se déplacer, aller à l'aéroport de Garoua, vivre un peu ce beau spectacle. Alors, savez-vous qu'à cette époque, de nombreuses personnes partaient du Tchad pour venir fréquenter dans le Grand Nord, dans ce qui était le Grand Nord. Les gens partaient du Nigeria, de l'état d'Adamawa, toute la zone là, pour venir, le Maïdougouri, pour venir étudier. Et c'est la raison pour laquelle on a dans ce gouvernement des natifs du Tchad, on a des Tchadiens, on a plein de personnes qui sortent de ces différentes zones, M. Lifopoussi, qui sont dans notre gouvernement, qui occupent des fonctions, même si c'est dans les entreprises parapubliques, parce qu'elles ont fait toutes leurs études dans cette zone. Il faut avoir à un moment donné le courage de dire que on a voulu volontairement, c'était un projet d'assassinat collectif de cette zone, l'a laissé périr, l'a laissé mourir tout doucement et à petit feu. Regardez les conditions. Pour former un enfant, on a besoin de 4 éléments fondamentaux. La famille. Vous pouvez vous dire qu'à l'extrême, la famille est construite. Mais aujourd'hui, on nous bassine les oreilles. Boko Haram, Boko Haram. Boko Haram, c'est quand? Boko Haram, c'est hier. Boko Haram, c'est hier. Remontons, les années antérieures, remontons. Vous allez vous rendre compte que le projet est abandonné, la famille est déstructurée. Vous avez le choléra, vous avez le paludisme, vous avez des maladies dont on ne devrait plus parler aujourd'hui. Ça fait encore la terreur
à l'extrême nord. D'accord. Vous savez, monsieur, il faut pousser l'environnement. L'environnement n'est pas sain. Comment est-ce que vous pouvez aller à l'école, un enfant va aller décemment fréquenter, quand la famille est déstructurée, l'environnement, vous avez l'enseignant, le mental des enseignants. C'est Bobo qui nous rappelait ici que le délégué régional des enseignements secondaires disait qu'il avait un déficit criard. 2800. 2800 enseignants, il n'y en a pas. C'est plutôt les jeunes, les parents, comme on dirait, qui se débrouillent à trouver un enseignant, le maître, qui comme BPC, qui se retrouve enseigné. Et nous avons le dernier, la qualité de la formation. Il n'y a pas accès au manuel. Je peux vous dire que les libraires camerounais, je parle en regardant, ne vendent que dans ces régions. Là-bas, les livres n'arrivent pas, monsieur Rifopoussi. Les libraires ne réussissent pas à vendre. L'État qui a mis la Campost, l'État qui a mis, je ne sais pas moi, mais sa presse vous dit, on va vendre dans ces régions. Tout ça est lié parce que ça va également laisser convoquer l'élément des infrastructures routières de communication qui, comme vous le savez, là-bas sont de pied de qualité. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. Dans un court instant, la suite, la deuxième partie. Pour le ministre, oui. Le Grand Nord attend beaucoup du président Paul Biya, car on lui a tout donné. Il continue en disant que pour le commentaire de Charles Hamel, après on parlera de maires autochtones. Ça servira à quoi si même les élites de ces régions ne font rien? Bon, vaut mieux mettre à la tête celui qui peut bien diriger, quelle qu'en soit son origine ethnique. Nos dirigeants ne gèrent que leur petite famille, mais en oubliant que l'environnement agit sur cette famille. Thierry de Yaoundé. Aujourd'hui, de parler... Mais vu comment le pays est actuellement, la question autochtone allogène n'aura pas trop de grand impact parce que la gouvernance est mauvaise et généralisée. Monsieur, il faut que vous prenez une ville comme Konsamba, le Mungo, il y a quoi dans le Mungo? Il y a des entreprises dans le Mungo. Il y a quoi? Vous pensez que les populations vivent comment? Non, ça pose ce réel problème. Regardez, à l'époque de la Konsamba a été dirigée par les maires souffrés, que j'emploie peut-être même l'expression halogène. La situation de Aigle de Konsamba était à quel niveau? Aigle de Konsamba se portait à son fixe, à son beau. Mais lorsque les gars se sont levés en disant non, on veut récupérer nos choses, c'est pas aujourd'hui que ça commence. On a récupéré Aigle de Konsamba où? Ça fait, moi je vais vous dire que dans le Mungo que je connais bien, Konsamba surtout, quartier 8 bis, quartier 3, vous faites un tour de ce côté, monsieur Rifopoussi. Ça fait 6 ans on n'a pas mis de peinture sur une maison. Alors qu'en Konsamba, c'était un rituel chaque fin d'année de mettre la peinture sur une maison. Non, mais ce que je veux dire... C'est un terme de développement. Non, ce que je veux dire, c'est que vu l'état de gouvernance au Cameroun actuellement, la question allogène autochtone ne pourra pas apporter une réponse. Parce que la gouvernance est mauvaise à tous les niveaux. Il n'y a pas tout le monde... à tous les niveaux. Ça veut dire que quand vous regardez comment le pays fonctionne, on a généralisé l'échec à tous les niveaux. Prenez le football, prenez les infrastructures, prenez l'éducation, prenez la santé, je veux dire qu'actuellement, ce n'est pas une question d'homme, c'est un système au Cameroun actuellement qui est mauvais. Karine. Qui se marie par prophétie, divorce par révélation. Mohamed Fondiko. Merci beaucoup. Un autre message, Hélène n'aura pas fait des choses avec ses supérieurs hors de la formation. Ça aurait sans doute découragé Marc qu'elle se pose des questions, car je ne comprends pas comment un homme peut autant investir sur une femme et la laisser tomber après. Thierry Swap. C'est maman qui décide, c'est maman qui perturbe. Voilà un autre message. Pour l'histoire du jour, je pense que Hélène est jeune, par conséquent, elle peut facilement refaire sa vie. Qu'elle tourne la page et sache que faire un enfant n'est pas synonyme de mariage. Marc Aurel. Un autre message. Un dernier. Oui, un dernier message. En ce moment, voilà, dans sa colère, mais seulement il est allé très loin à l'extrême nord et pourtant son propre... Le village Bacon en souffre de tous ces maux. Je pense qu'il y a une idée de l'école publique de groupe 1 de ce village en termes d'infrastructure et de la qualité d'enseignement. C'est ce que j'ai dit ici, que c'est généralisé. Ça veut dire Il s'appelle comment celui-là? Que c'est généralisé. C'est Serge Devingachou. Qu'est-ce que lui-même fait pour Bacon? Comment non, mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est qu'il, Chalamel, ne prenez pas ça mal. C'est que lui veut dire. Non, je prends ça. Ce que lui veut. Non, ne prenez pas ça mal. Il n'y a pas de rapport là. Non, mais pas de rapport. Je dis ceci. Il ne vous
c'est juste l'expression de ce que tous les villages au Cameroun, Non, tout le pays est plongé dans un désert infrastructurel. La question de la sous-scolarisation. La sous-scolarisation qui a abordé la question des infrastructures, la question, vous avez pris les salles de classe, la qualité des enseignants. Il y a plein de thèmes qu'on a développés tout autour, chacun sur ce plateau. Oui. On le spécifie à une zone, c'est un village particulier. On parle de toute une région, monsieur Rifo. Oui, mais c'est la différence. Mais je veux dire que lui, dans ce qu'il dit, il n'y a rien de méchant. Hein. Et il y en a. Dans ce qu'il dit, ne prenez pas ça mal. Nous écoutons ça tous les jours. Moi, mes repas me dit, voilà, vous vivez seulement pour t'occuper de ton village, mais comment? J'ai dit, mais tournez-vous vers le gouvernement. Donc, ce n'est pas ça. Il faut prendre ça mal, justement. Il y a, lorsque M. Andjoda, à l'époque, il parlait de 2800, ils sont arrivés en fin 2018 à 4800 enseignants, pénurie d'enseignants. Donc, ils ont même dit eux-mêmes que les enseignants refusent d'aller à l'extrême nord. D'accord. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je retiens que c'est une situation qui est vécue partout au Cameroun. L'extrême nord subit évidemment un lourd tribut parce que c'est encore plus grave là-bas, mais les Camerounais, chacun dans leur peau, ont des choses justement à reprocher sur l'éducation à nos dirigeants. On va s'arrêter là pour les messages, Karine. Tout de suite, nous prenons la revue des réseaux sociaux. 4 janvier 2019, 4 janvier 2020, ça va faire un an, jour pour jour. C'est vrai que nous sommes le 6, ça va faire un an jour pour jour que le Premier ministre John Un an Gouté, plus 2 jours. Oui, plus 2 jours, oui. Qu'il a accédé à ce poste ministériel. Et depuis lors, plusieurs événements se sont déroulés au Cameroun. On se rappelle qu'il a été nommé en remplacement de notre ministre qui était chargé qui avait porté l'espoir des populations du Cameroun pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et John Gouté, lui, il est arrivé et on a vu sa descente dans le nord-ouest et le sud-ouest, question de prendre les impressions des populations par rapport à cette crise-là. Et juste après, on nous a annoncé le grand dialogue national. C'était encore lui qui était au centre des opérations. Alors pour vous, comment avez-vous trouvé le Premier ministre John Gouté pendant un an? Alors, bon, Began, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le Premier ministre, Joseph John Gouté, soit autant apprécié dans l'opinion? D'ailleurs, comme l'a dit Karine, il a commencé très fort. Pas que Philémon Yang, qui était son prédécesseur, n'était pas aussi fort. Mais on a quand même senti chez lui une forme d'empathie. Il était très ouvert avec les gens, avec la méthode John Gouté a apprécié. Même si, sur le fond, les gens peuvent critiquer l'option gouvernementale sur certains points précis. Non, on appelle ça l'appréciation au gré des humeurs. On n'apprécie pas des choses au gré des humeurs. C'est malheureusement là où nous en sommes. Parce que le corps humain a 4 parties qui vont par couple. Nous avons le corps et le cœur qui émettent des sentiments. Et nous avons la raison et la conscience qui régulent en principe. Donc c'est ça qui peut faire en sorte que vous dites, il y a des agressions, moi il fait nuit, mais je fonce. Parce que vous dominez la peur. Nous avons, les Camerounais avaient à régler un problème dans la crise anglophone, où M. Yan Philemon et ses acolytes comme l'ancien Premier ministre Peter Mafanu Musonge, la Tangandji et tout ça, avaient dénié le problème, avaient nié pareillement le problème. Et ils avaient engagé des actions, j'allais dire, des relations superficielles avec la population. Bon, celui-ci est venu ramollir, est venu montrer qu'il soit plus proche des populations. C'est ça qu'on a vu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est émotionnel. C'est des problèmes d'humeur. Ils se sont limités à ça. Mais au fond, les deux premiers ministres ont la même approche. Donc c'est pour ça, n'allons pas vite en besogne. Il est là pour calmer. Comme disaient les Français, nous partons pour mieux rester. Donc en fait, c'est pour dire, je calme, je mets un peu de calme, c'est pour mieux vous manger. C'est un peu ça. Là. Et il a d'ailleurs exprimé, lors du grand dialogue que tout le monde a appelé, quand on dit, oui, mais le grand dialogue, on va parler. Oui, les gens se sont parlé, mais parler, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Quand vous parlez, vous vous dégonflez. Et regardez ce qu'il dit lors de la transmission des recommandations président de la République. N'exigeons rien. Le chef de l'État saura lui-même
ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Au lieu de dire au président de la République, peut-être même avec un calendrier, en disant à court terme, les Camerounais qui se sont réunis à tel endroit et pensent que. À moyen terme, mais non, ils ont dit au président de la République, vraiment, on vous renvoie, c'est vous qui verrez si c'est même possible de faire. Non, ça revient exactement à ce que faisait Simon Achidi Yachou et tout ce monde-là, jusqu'à à lui. Mais donc, on ne peut pas reprocher à un homme d'État d'être charismatique, de susciter la confiance auprès de ses concitoyens. C'est au moins ce qu'a réussi à faire John Gouté. Ça veut dire, lorsqu'il arrive, paf, voyage Bamenda, de tourner au sud-ouest, et chaque fois on voit les foules qui arrivent. Il déclare d'ailleurs des choses où il fait une déclaration forte au départ, où il dit que tous les sujets seront discutés. Il dit, je suis porteur d'un message du chef de l'État, tous les sujets seront portés. À un moment donné, on a eu un débat entre ce que lui il a dit et ce qu'Atanga Nji a dit. Ça a créé, au sein de l'opinion, ça a de l'impression que lui, il voulait qu'on parle de tout, même du fédéralisme, et que à l'opposé de lui, il y avait des gens qui étaient des caciques, des radicaux qui refusaient, qui essayent de... Donc il y a quand même eu cette séquence au sein de l'opinion où son image était plutôt l'image de quelqu'un qui était plus ouvert, plus conciliant. Oui, c'est comme si vous avez deux épouses qui bagarrent. Tu m'avais insulté hier, non, pourquoi tu revais? C'est la même chose. Puisque en fait, c'est Atanga Nji qui a eu raison. C'était dans l'arbitrage, quand ils sont revenus au conseil de cabinet, lui a dit non. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, je sais également que vous êtes secrétaire permanent, mais laissez le boss, comme ça qu'il l'appelle, le boss a dit d'essayer de calmer parce que il y avait trop de l'électricité dans l'air. Donc en réalité, ils ont joué le jeu. Et vous avez vu, toujours, ce qui nous sert de guide, c'est le grand dialogue. Est-ce que dans les recommandations envoyées au président de la République, vous ne verrez nulle part fédéralisme? Voilà. Même la commission que... Si Atanga Nji avait raison de plus de dire que le ministre a appris sur lui de dire des choses qui n'étaient pas forcément ce que pense l'ordre. On lui a dit... Oui. Atanga Nji lui a dit oui, mais n'oublie pas aussi que tu es chef traditionnel. Et en tant que chef traditionnel, je suis ton patron. Donc, regardez bien. Et il lui a dit à Atanga Nji, oui, je sais, mais le boss a dit de calmer. Et le ministre Atanga Nji l'a maintenant calmé. Donc, non, pour moi, il y a eu un calme au niveau où les Camerounais se mettent à parler, parce que chez nous, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas, il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore parlé. Donc, il a amorcé le dialogue, mais il a encore coupé ce dialogue-là. Parce que les Camerounais se sont parlé. Il n'a pas transmis tout ce que les Camerounais avaient dans leur ventre au président de la République. Et deuxième chose importante, il y a une crise. Les vrais acteurs de la crise, ils ne les rencontrent pas. On procède par des moyens comme ça pour casser et venir. Bon, d'accord. Si les Camerounais estiment qu'il peut être un bon président de la République demain, ce n'est pas mauvais. Ils pourront le voter. D'ailleurs, beaucoup ont estimé qu'il était présidentiable et on nous a dit de ne pas trop en parler parce que dans ce pays, lorsque vous avez on a même déjà parlé. Lorsque vous avez quelqu'un, vous facilitez le fait qu'on le broie dans la machine. Ça doit y être à son âme. Il en a subi. Voilà. Parce que lui aussi, vous vous rappelez de 89, quand il a organisé la conférence tripartite, on pensait après, bon. On l'a parlé de tout sauf du siège là. Voilà, tout à fait. Donc dire qu'il est populaire, ce n'est pas lui rendre service. En tout cas, c'est connaissant comment le pays fonctionne, le dire ce n'est pas lui rendre service. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, c'est la même chose qu'on a dit de Inoni Ephraim. C'est la même chose qu'on a dit de Peter Mafani Moussouné. C'est la même chose qu'on a dit de Philémon Yan. C'est la règle des 3 L, monsieur Eric Fopoussi. Ne l'oubliez pas. C'est la règle des 3 L. Les 3 L consistent en quoi? Lécher, lyncher et lâcher, monsieur Eric Fopoussi. On a léché convenablement Philémon Yan lorsqu'il arrivait
On l'a lynché lorsqu'ils ont commencé à faire toutes ces missions dans le nord-ouest, à gauche, à droite, venir, et on l'a lâché, M. Eric Fopoussi. Donc l'autre qui a bon, écoutez, maintenant, c'est plus un procédé médiatique. Non, M. Eric Fopoussi, ce n'est pas que médiatique. Ce n'est pas que médiatique. Vous savez que les médias aiment faire ça. Ce n'est pas que médiatique. Les médias, les 3L, justement, on nous l'apprend. Ça veut dire que lorsque vous arrivez, on vous lèche. Il est dans cette procédure. Voilà. Donc on a vous encense le lécher. Parce que moi, M. Eric Fopoussi, excusez-moi, je vais vous dire. J'explique les termes. Lécher veut dire encenser quelqu'un. Oui, voilà. Je dis la règle est 3. Oui, on lèche. Non, les gens peuvent mal comprendre le terme lécher. Bon. Excusez-moi, M. Eric Fopoussi, ça dépend de là où ils amènent leur cerveau. On dit lécher, M. Eric Fopoussi. Oui, ça veut dire encenser. On s'exprime. Voilà. Oui. Merci d'avoir trouvé un synonyme qui va avec. Oui. Donc, pour dire quoi? Pour dire que je m'attendais à ce qu'il aille en France, qu'il aille aux États-Unis, qu'il aille en Afrique du Sud, qu'il ouvre, élargisse ce dialogue. Pour moi, il a échoué. Il a échoué parce qu'il devait... Oui, non, il a échoué. Sa première année? Je dis, il a échoué. C'est un échec. C'est un échec, à mon avis, parce qu'il devra aller aux États-Unis. Il devait rencontrer. Vous n'avez pas pu venir. On a essayé de discuter, on a essayé d'arrêter un ensemble de points, mais comme j'estime que le débat est permanent, je viens vous rencontrer. Vous n'avez pas pu venir, malgré les garanties qui vous ont été données par le cardinal Christian Toumi. Moi, je viens vous rencontrer, débattons. Ils ont une séance de travail, les gars font des propositions sérieuses, on n'aurait pas eu la médiation suisse, on n'aurait pas eu les différentes tentatives de personnes qui veulent se placer. Simplement sa présence dans ces pays, il aura discuté avec les gars, il sera rentré en disant: Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai discuté sur le plan national avec X, il y a une frange de la diaspora qui est descendue, je suis allé rencontrer les activistes qui n'ont pas pu venir, voici. À vous, comme l'a dit tout à l'heure Bombok, d'en juger. Je crois qu'il aura battu un travail, mais il n'a travaillé que dans une partie. Raison pour laquelle on a baptisé cela le monologue du RDPC, monsieur. C'est pas moi qui ai baptisé cela. On a baptisé cela le monologue, et quelques jours après, vous avez jusqu'à ce jour les États-Unis qui réclament l'organisation d'un véritable dialogue inclusif. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il a réussi. C'est que vous vous placez sous le prisme du RDPC. Il est allé jusqu'à célébrer, encore une autre, le foot lourd, fait célébrer le fait pour le chef de l'État de l'avoir cité dans son discours. Mais on est dans quelle république, M. Eric Fopoussi? Et vous dites que ça c'est un point? Non, M. Eric Fopoussi. C'est pas parce que le chef de l'État vous a cité que vous allez être content. On va vous faire toute une page dans un journal pour dire le chef de l'État vous a cité. Quel est votre sentiment? Mais attendez, ça, c'est quoi ça, M. Eric Fopoussi? Oui. D'accord. Les gars, bon, d'accord. Dominique Audrey, quel est votre regard sur les 1 an du Premier ministre Joseph Ndiongouté? Il faut dire qu'on l'a à plusieurs reprises, on l'a vu sur le terrain. Il est plutôt présent, un peu partout. Il fait des descentes, il fait des rencontres et autres. Si on estime que son bilan n'est pas reluisant, je crois qu'il a encore suffisamment de temps pour rattraper le coach. Faire peut-être ce que M. Bachou a dit, si on estime que ce qu'il a fait comme organisation n'était pas bon. Mais ce que je dis également, c'est qu'il ne fait que ce qu'on lui demande de faire en même temps. Il ne va pas prendre sur lui d'aller organiser des CEP. Ce n'est pas de son ressort. C'est pas de son ressort. Beaucoup le trouvent charismatique. Peut-être, mais il n'a pas suffisamment de poids en tant que chef du gouvernement. Auquel cas, le ministre n'aurait pas dit ce qu'il a dit ailleurs et finalement qu'on ait donné le raison à M. Atangandi, contrairement à lui. Donc, il est peut-être charismatique, mais il n'a pas suffisamment de pouvoir. Du moins, il est proche des gens. Oui, beaucoup voient en lui quelqu'un qui est dans le système, mais qui... Vous savez, il y a des personnes qui sont dans le système et vous avez le sentiment que... Parce qu'il n'est pas aussi arrogant que d'autres personnes. C'est ça qui voudrait avoir une proximité aérienne avec son peuple que d'avoir une proximité, n'est-ce pas, tel, on va dire, le cheveu et le cuir chevelure et la chevelure, et ne pas être à même à répondre aux aspirations et aux attentes du peuple, M. Fopoussi. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de réponses? Je pense quand même que si le Premier ministre chef du gouvernement était dans un pays, par exemple, comme la Grande-Bretagne,
où il a le pouvoir d'agir, je pense qu'il aurait pu. Parce que lui, contrairement à ce qu'on pense des autres, lui au moins, lorsqu'on l'a interviewé une fois à la radio le matin dans Bonjour chez vous, à l'annonce du grand dialogue national quand même, on a senti quelqu'un qui a la volonté de résoudre le problème. Et depuis qu'on fait les tours, même le ministre Paul Atanga-Ndji qui va dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, ça n'a pas été comme avec le Premier ministre. Il y a quand même une différence dans ses actions. Ce que nous attendons, ce que nous on rêve d'avoir comme Premier ministre, un Premier ministre qui est indépendant, qu'à dehors de ça, que lorsqu'il parle dans le gouvernement, que les autres ne viennent pas derrière dire le contraire, parce qu'au final, ça zappe son autorité, et après on a l'impression que tous les premiers ministres au Cameroun sont des chiffres. Mais là, vous vous adressez au président de la République, pas au Premier ministre. C'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme. Il laisse plus de latitude au Premier ministre. Parce qu'à l'époque, on sait quand même que le Premier ministre a été une fois dans ce pays la deuxième personnalité du Cameroun. Donc, en tant que ça, aujourd'hui, il est quatrième personnalité, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que, même mine de rien, il a du pouvoir, il a de la poigne. Et il faudrait qu'on lui donne un peu. Moi, c'est ce que je pense. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas être lui. Il peut pas. À cet endroit, dans ce gouvernement, il ne peut pas être John Gouté. Oui. Il ne peut pas. Et c'est un manager. Il a été la Sonara, c'est un manager. Mais je rappelle que c'est tous ces éléments-là mis ensemble, combinés ensemble, et vu comment il s'en sort, qui permettent aux gens, parce que quand on regarde bien, même ceux qui sont de l'opposition, quand ils sont allés, lorsqu'ils consultaient à les pré-consultations, on le voyait avec les hommes politiques, tout le monde qui se disait, mais attends, quand ce monsieur vous parle, vous sentez qu'il y a un truc, vous sentez que il venait d'arriver, vous sentez que il venait d'arriver, il y avait la joie, il y avait tout, le climat était chaud, il venait d'arriver. Quelqu'un veut vous apporter un peu, mais attendez, vous avez déjà pratiqué du sport un peu. Quand votre cœur, quelqu'un vous donne même 2 gouttes d'eau, vous avez l'impression. Imaginez un peu. Je fais de la politique fiction. Imaginez un peu cette séquence d'1 an avec un Premier ministre qui a le tempérament de Atanga-Ndji, par exemple. Oui, qui a son tempérament. Monsieur Eric Fopoussi, il aurait été Premier ministre, Atanga-Ndji, qu'il se serait comporté comme John Gouté. Après avoir dit que oui, monsieur Eric Fopoussi. C'est lui qui il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'autres premiers ministres avant lui. Philémon Yang, qui était super effacé. Là, il faut quand même le dire, très très effacé. Donc il travaillait dans l'ombre. Non, mais je le dis. Et il a fait plusieurs dessins d'abord au nord-ouest et au sud-ouest. Tout le monde, monsieur Fopoussi. Mais sauf que la sortie, juste qu'on précise, la descente à Bamenda de John Gouté a suscité quelque chose de... Vous ne voulez pas reconnaître, vous voulez quand même dire que ça... Comme un sentiment d'adhésion même de la population. Ça a quand même suscité quelque chose. Maintenant, beaucoup disent que c'est la communication, mais il faut encore rappeler qu'il a le mérite d'avoir une bonne équipe de com. Bien communiqué. Qui l'accompagne. J'ai dit, nous sommes en politique, vous avez dit, moi je n'y mets pas d'affection. Oui. Le président de la République donne des instructions. On dit même qu'il peut déléguer certains pouvoirs, certaines signatures à certains ministres s'il veut. À un moment donné, lorsqu'il nommait Mafani Moussongé, les projecteurs étaient au rouge. Je vous ai rappelé le discours qu'il a prononcé jeudi, le 1er juin 1995, quand il donnait le bout du tunnel. Tout à fait. Quand il révoque donc Simon Achidi Achou, tout le monde est arrivé. Et Mafani est, j'allais dire, accueilli comme vous ne pouvez pas. Et justement, il nous développe. Mafani, c'est un exemple parce que quand il arrive, il prend des mesures, il vérifie à quel gens entre la... Mais on lui dit que ça ne nous apporte rien. Justement. Non, mais souvenez-vous, il faut aussi noter quand même qu'il arrive dans un contexte où les gens sont un peu permissifs. Et il décide de dire attention désormais. Il faut comprendre ça sous cette forme. Oui. Le président de la République a opté pour la politique de pourrissement. Lorsque vous êtes pourri, vous êtes au sol. Il y en a qui ne savent pas comment mettre la tête. Après, il vient comme un sauveur, il prend quelqu'un, dit bon, essaie de lever la tête de ces gens-là pour qu'ils respirent un peu. Et à ce moment-là où vous êtes complètement au sol, quelqu'un vient vous le dire, ah oui, mais monsieur, vraiment, le président de la République, là, il nous avait même oublié. Si tu n'étais pas là, c'est politique. Contrairement à ça, beaucoup, justement, relèvent la figure John Gouté en opposition à la figure Paul Biya. Ça veut dire que c'est pas ce qu'il fait. Parce qu'ils imaginent, parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne Paul Biya. Voilà. Donc, imaginez, je vous ai dit, lorsqu'il amène Peter Mafani Moussongé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Peter, on fait comment? Vous avez été à l'université avec
Alassane Ouattara, qui est vice-président du FMI. Du FMI, oui. Bon, fais-nous quelque chose là-bas. Effectivement, Mafani Moussonga fait venir Alassane Ouattara ici en janvier 97. Et on commence à... Mais il a ce mérite. On peut lui enlever ce mérite. Non, on peut. Lui enlever ce mérite. J'ai dit, mais le président de la République, puisque lui peut le faire. Non, le problème n'est pas là. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on vous maintient dans la boue. Lorsque c'est mauvais, on vous relève un peu, on vous remet. Donc, à ce moment, vous allez... C'est un peu ce qu'il fait avec l'UPC. Bon, on va pas oui, mais je vous dis, c'est la même chose. Il choisit les dirigeants, il choisit... On va s'arrêter là. C'est la même chose. On va s'arrêter là. Vous avez un président de la République, on parlait tout à l'heure du Grand Nord. Il ignore, c'est là où il a fait toutes ses campagnes électorales. 97, même récemment. Nous sommes d'accord. Il ignore qu'il n'y a pas de... Nous sommes d'accord. Alors, donc, l'an 1 de John Gouté, monsieur le Premier ministre, vraiment félicitations. D'accord. Mais bon, on n'est pas d'accord avec ça. C'est votre félicitation. Non, pas moi. Mais bien sûr, lisez la presse. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes partis d'un coup. Je ne félicite personne. Ne fait pas faux. Non, je ne félicite personne. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne félicite personne. Ce que j'observe juste que on essaie de comprendre pourquoi est-ce que dans l'opinion il a cette image-là. Vous dites que demandez à l'opinion de ne plus être émotionnel. Voilà. D'accord. On va poursuivre. On parle cette fois-ci des accusations dans le cadre de la crise anglophone. On a le docteur Sorcès Congo qui accuse la fondation Aya d'être celle qui livre des armes aux miliciens sécessionnistes. Et depuis cette accusation sur la toile, ça va dans tous les sens. La Fondation Aya a promis de porter une plainte aujourd'hui même. Et on va dire que sur sa page, le docteur Sorcès Congo essaye de s'expliquer à chaque fois. Et pour lui, c'est clair qu'il fait peur à la Fondation Aya par rapport à ses déclarations. Mais la Fondation Aya aimerait avoir les preuves de toutes ces déclarations. Alors, déjà, ce matin sur Radio Equinox, c'est très important, Aya Abini, le fils de l'autre, qui est le président de la fondation Aya, a annoncé que ce jour, ils vont porter plainte contre Dr Sorcès Congo pour qu'il s'explique devant les magistrats. Je rappelle quand même que dans un pays sérieux, lorsqu'on a des déclarations aussi graves, la justice devrait s'en saisir sans autre procédure, normalement. Et vous avez dans ce dossier quand même des choses assez surprenantes, parce que docteur Sorcès Congo, il faut savoir qui c'est. C'est un ex-chef séparatiste, un ancien chef sécessionniste qui s'est repenti, qui a déposé les armes et qui a donc saisi la main tendue du président Paul Biya pour revenir au Cameroun. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a également le général Nambéré qui a fait la même chose. Et depuis quelques jours, ils font état de nombreuses déclarations. Donc celle-ci, il dit avoir sans preuve que la fondation Aya donc reçoit l'argent des terroristes, achète les armes et livre cela en forêt aux Zamba Boys. Donc voilà d'où part le problème. Il faut rappeler que les deux, que Aya et Congo, les deux sont du même village. Ils sont originaires du département de la Magnou aussi. C'est une information très importante. Il faut aussi rappeler que tout récemment, on nous signalait que le même docteur Sorcès Congo est celui qui a permis qu'on arrête Sisiku Aoutabe au Nigeria, et que docteur Sorcès Congo actuellement donc, serait dépositaire, ou bien il serait légataire de nombreuses preuves qui iraient donc détruire tout ce qui est au nord-ouest et au sud-ouest en termes de complot contre le Cameroun. Alors bon, Robin Gagne, sur cette séquence, quelle est votre réaction? D'abord, il s'agit de la communication en temps de guerre. Ce n'est pas seulement une simple crise. Je ne prends pas ça pour argent comptant. Encore que ça vient de deux personnalités, je dirais ambiguës. Le ministre de l'administration territoriale et le même Sorcès Congo. Deux personnages ambigus. Bon, le ministre n'a pas accusé la fondation Aya. Il a dit certains avaient arrêté, comment vous appelez, une ambulance comme ça. Quand j'ai dit ambigu, j'avais dit ici pour le maire Ekemapé à son âme. On avait kidnappé certains chefs dans le sud-ouest. Il a donné 48 heures aux sécessionnistes de les libérer. Moins de 48 heures, on les a libérés. Il a dit que non, monsieur le maire devait être mis en examen. Commande-t-il les sécessionnistes?
Est-ce que c'est lui qui a une milice qui a procédé à cette arrestation pour soi-disant? On ne sait pas. C'est déjà des choses que les magistrats devraient nous aider à comprendre. Ici, maintenant, comme disait Jean-Michel Cancan, la moyenne a dépassé le total. Succès à Bon Congo, j'ai appris aussi qu'il était un pasteur. Et un pasteur qui a des problèmes d'escroquerie d'argent ou des choses de ce genre dans des trucs et que des plaintes étaient portées contre lui. C'est vrai, ce n'est pas vrai, les magistrats doivent nous chercher à savoir. Est-ce qu'il est un Camerounais, parce que le terme deuxième bureau, c'est un terme de l'armée, hein, que veut dire des renseignements. Est-ce qu'on l'a utilisé comme agent de renseignement pour infiltrer les terroristes et voir de ça? Je n'en sais rien. Est-ce que, comme théologien, il a procédé comme on faisait, certains théologiens faisaient en Amérique latine, comme faisait théologie de la libération, c'est-à-dire qu'ils prenaient effectivement des armes pour combattre le colonisateur? A-t-il pris les armes parce qu'il croyait à l'Amazonie pour combattre la République? Je n'en sais rien. Maintenant, dire que la fondation Paul Aya a donné les armes, il faut bien qu'il donne des preuves. Il faut bien donner ces preuves-là. Donc, les simples déclarations comme ça en l'air, c'est là où j'interpelle. Là, le procureur général près de la cour d'appel du centre, il doit se saisir de l'affaire et commencer à... Bon, peut-être qu'ils sont en exploitation, mais... Même le tribunal militaire, hein? Oui, même le tribunal militaire. D'armes, là. Absolument. Même le tribunal militaire. Parce que là, si on se limite aux simples déclarations comme ça et tout, et j'ai essayé de lire la toile, et ce week-end, ça allait dans tous les sens. Or, les magistrats doivent travailler. En principe, on ne devrait même pas faire ce genre de déclarations. Quand on le fait de cette manière-là, et venant, et en plus, on ne nous dit même pas. On nous a dit dernièrement que c'était des réfugiés. Alors, est-ce des réfugiés ou des repentis? Parce que ça, c'est deux personnages aussi. Bon, ils sont deux. Voilà. Qu'ils nous disent donc peut-être comme le ministre Momo que j'ai trouvé mon chemin de Damas. Donc je pourrais combattre la République. Maintenant, je suis revenu. Non, mais il a dit, docteur Succès Congo a dit clairement que c'est lui qui a convaincu les 87. Je vois trop de manipulation. De 87 à revenir. Et il dit qu'il a fait ça juste en quelques heures. Que s'il a plus de temps, il va convaincre beaucoup de réfugiés au Nigeria à revenir au Cameroun. C'est possible, oui. Mais j'ai dit ce n'est pas lui et à ministre Tangandji de le faire. Moi, j'aimerais écouter Ntamak Fils, qui est le procureur général près de la cour d'appel du centre. D'accord. Parce qu'il était sorti à l'époque où on avait, après la mort de Monseigneur Bala, c'est lui qui doit nous dire où est-ce qu'il en est. Ou alors le commissaire, bon, apparemment le tribunal militaire ne s'exprime pas beaucoup, mais au moins le procureur général, le procureur général près de la cour d'appel du centre. Alors, Chalamel, il y a un autre élément quand même qui est important, c'est que ce matin, monsieur Aya Abiné, le fils de l'autre, qui est le président de la fondation Aya, annonçait que dans leur conseil de défense, vous avez le maître Christopher Mdon, qui est secrétaire général du MRC. Il dit que Boris Kamto également a été mis à contribution. Maître Michel Doki, Maître Sim, pour défendre leur honneur et qu'ils vont demander beaucoup d'argent comme réparation de cette image, de leur image salie. Très bonne idée. Salie. Donc il dit qu'il espère que ce monsieur aura beaucoup d'argent parce qu'ils vont s'assurer qu'il les dédommage. Beaucoup estiment que c'est la politique qui va venir envenimer ce dossier. Monsieur, permettez-moi de vous dire que beaucoup de cela n'aboutira à rien, cela n'ira nulle part. On va jouer au dilatoire, ça va se jouer, vous savez. Quand on veut essayer un peu de se concentrer sur des vrais sujets dans ce pays, on amène toujours des distractions dignes de cirque, monsieur Eric Fou, pourquoi je le dis. Vous vous rappelez que lorsque les États-Unis ont fait une sortie concernant la crise humanitaire qui sévissait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et avait posé la nécessité de penser à réfléchir à apporter une assistance, on s'est dépêché à créer, M. Eric Fopoussi, ce qu'on a appelé le PLANUT, plan d'assistance d'urgence humanitaire. Vous avez vu, les gens cotisaient, les régions sont allées jusqu'à faire le concours. La région de l'Est a donné plus. La région, vous voyez des gens qui donnaient 105 millions de francs, 100 X et poussière, juste pour la parade. Peu de temps après, permettez-moi, je suis... Oui, on n'a pas le temps pour faire le retour de tout ça. On va terminer, Karine Zoni.
continue avec cette revue des réseaux sociaux, je vous en prie. Dominique Audrey va réagir sur l'autre sujet qui arrive, puisqu'elle n'a pas le temps de parole. Oui, on va terminer avec ce dernier sujet concernant l'incendie à Madagascar, qui est survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Alors cet incendie-là, lorsqu'il a commencé, les populations ont appelé... Vous dites au quartier Madagascar, parce que je pensais que quartier Madagascar. L'océan Indien. C'est Brazzaville. Oui, c'est à Douala. Brazzaville. Brazzaville. Dans la 3e. Alors, lorsqu'il a débuté, les populations ont appelé les sapeurs-pompiers qui ne sont pas arrivés à l'heure. Ils sont arrivés 3 heures de temps après et ils ont installé leur engin pour pouvoir commencer à éteindre le feu que la population les a chassés. Et avec un désordre total, ils ont cassé leurs engins et leur ont demandé de partir, qu'ils ne veulent plus ça ici. Parce qu'on les a appelés, ils ne sont pas venus à temps. La population elle-même a décidé de mettre fin au feu. Mais on voit quand même les sapeurs-pompiers Oui, en train on les de... voit dans le reportage, mais c'était après. Oui. Après le grabuge. Alors, quand même sur ce qui s'est passé là. Bon, bref, moi, ce qui me dérange dans ce pays, c'est qu'on doit éduquer nos populations à ne pas s'attaquer aux forces de défense. Parce que là, les sapeurs ne sont pas forces de l'ordre, c'est l'armée. Oui, c'est l'armée. Tout à fait. On ne s'attaque pas aux forces de défense et de sécurité. Oui. On ne s'attaque pas. Que Oui. vous soyez sapeur-pompier, armée de l'air ou quoi. Non, on ne s'attaque pas aux forces de défense et de sécurité. Tout à fait. D'abord, tout bon citoyen doit le savoir. D'abord, c'est pour cette raison qu'on disait même que la peur du gendarme est le début et le commencement de la sagesse. On ne s'attaque pas ni aux forces du maintien de l'ordre, non. On ne s'attaque pas, parce que c'est clair. Et voilà. il faut qu'on parce que dise. il faudrait également peut-être dire aux populations que nous vivons dans un climat d'insécurité alimentaire, d'insécurité scolaire, d'insécurité physique. On peut vous agresser tout le temps. Mais je termine pour l'État, le gouvernement. Pourquoi ne pas procéder au démembrement des équipes de sapeurs-pompiers? Par exemple, construire une équipe, par exemple, à Youpé, à côté de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, pourquoi on ne délocalise pas certains regroupements? Douala devrait avoir au moins 4, je ne sais pas comment on appelle ça en termes militaires, ou régiments, ou brigades, ou quoi. Tout à fait, oui. Oui, qui doivent être à bord de l'eau. Il y en a on peut mettre un là vers le Bagnan pour voir Bonamou Sadi. On peut voir ici, on a Youpé, on a des rivières là-bas, ou vers la Libamba de l'autre côté, pour que en cas d'accident, il puisse avoir un déploiement. Tout à fait, un déploiement rapide. Mais quand il restait ici, en Godi, à l'époque, c'était normal, parce qu'aujourd'hui, la ville est étendue. Alors, je rappelle qu'il y a eu des coups de difficile. feu pour disperser justement ces populations en furie, clairement à Brazzaville. Dominique Audrey, votre commentaire. C'est vrai qu'on doit éduquer la population à ne pas attaquer les institutions, je vais dire blabla. Mais imaginez qu'il y avait quelqu'un qui était mort et qu'on avait appelé ses sapeurs-pompiers à 19h et qu'il soit venu à 22h. Il faut un peu se mettre aussi à la place de ces gens-là. Je crois, c'est 2 bâtiments qui ont brûlé, un bâtiment de 2 niveaux qui est en feu. À un moment, les populations en ont marre. Ils sont fatigués d'appeler et de ne pas avoir de secours à ce moment-là. Des gens auraient pu mourir, oui, c'est répréhensible qu'ils aient attaqué le camion, qu'ils aient vandalisé le camion, mais il faudrait également que les personnes, lorsqu'on les appelle parce qu'il y a un problème, que ces personnes-là se dépêchent, que ces personnes fassent le maximum pour qu'on puisse sauver des meubles. Oui, quelqu'un aurait pu mourir dans cet incendie-là parce qu'ils ont pris 3 heures de temps à arriver. Et maintenant, sur la toile, il y a des gens qui disent qu'en plus d'être arrivés à 22 heures, ils n'avaient pas d'eau. Alors, Chalamel Amos, ce qui s'est passé à Brazzaville. Les autres ont tout dit, Eric. Les autres ont tout dit. Voilà, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous de basculer au plateau B où nous attend Constilamine ce matin. Constilamine, vous nous revenez avec le concept Salaka encore cette semaine. Bonjour à vous.
Bien entendu, c'est une tradition déjà sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Le concept Salaka étant ce partenaire qui est ce concept diffusé exclusivement sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Il faut le rappeler, c'est un partenariat à vie. Alors ce matin, une fois de plus, nous parlons de ce complément alimentaire pour essayer bien sûr d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs sur les bienfaits du Von Bio Oméga 3. Nous sommes en début d'année, prenez le train en marche, prenez votre santé en main. Ne blaguez pas avec votre santé, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous, raison pour laquelle le laboratoire Cedorex, partenaire du concept Salaka, vous permet encore pour cette année 2020 d'avoir votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 que voici, qui est ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ça veut dire quoi? Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser votre temps, c'est-à-dire votre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations, de favoriser la guérison des inflammations. Le Von Bio Oméga 3 des laboratoires Cedorex permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement. Alors ceux qui ne l'ont pas encore consommé, ceux qui nous regardent tous les jours à la télévision et qui nous écoutent à la radio, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Quelle que soit votre ville, quel que soit votre quartier, quel que soit votre pays, le concept Salaka se chargera de vous livrer le Von Bio Oméga 3 qui vous permet, comme je l'ai si bien dit, d'avoir une santé de qualité. Alors, à l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Le prix n'a pas changé pour ce qui est du concept Salaka. Il est de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 30 gélules à l'intérieur d'une boîte bien scellée à 5 500 francs. Et ce complément alimentaire est vendu par le concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3. On parle également de la lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette. Vous savez très bien que notre peau a besoin d'être entretenue. Notre peau a besoin d'être belle. Encore plus la peau des diabétiques. Parce que leur peau, elle est sensible, elle est délicate, elle est fragile. Voilà pourquoi depuis pratiquement plusieurs années, vous avez sur le marché mondial un lait de toilette, pas comme les autres, le Von Bio Lotion, qui coûte bel et bien la somme de 6 000 francs que vous retrouverez toujours du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face le Palais d'Ika. Et ceux qui ont besoin bien sûr de commander, que ce soit le Von Bio Lotion, que ce soit le Von Bio Oméga 3, quelle que soit la ville, comme je l'ai si bien dit, vous appellerez nos numéros de téléphone qui vont encore s'afficher à l'écran. Voilà le numéro de téléphone du magasin 1001 tapis. C'est le numéro de téléphone de livraison. C'est le numéro de téléphone des commandes, quel que soit le produit, quelle que soit la marchandise, quel que soit l'article sollicité au magasin 1001 tapis. Vous serez donc livré. Alors plus besoin d'acheter n'importe quoi, plus besoin de consommer n'importe quoi. Faites confiance au concept Salaka comme vous l'aviez toujours fait, parce que pour cette année 2020, c'est encore et encore la qualité et rien que la qualité, une qualité qui est vendue à des prix très très abordables. Je rappelle, le Von Bio Oméga 3, vous l'avez à 5 500 au magasin 1001 tapis. On va tout de suite prendre le chemin d'interpellation de ce matin. Madame, Monsieur, restez avec nous parce que l'émission se poursuit. Oui, en ce qui concerne le développement de notre pays, nous demandons tout simplement au pouvoir de la République d'implémenter des nouvelles politiques de développement, c'est-à-dire par l'appui aux infrastructures, l'accès aux infrastructures de base, c'est-à-dire notamment les routes tant en zone urbaine que rurale. Le développement des infrastructures de formation. C'est-à-dire que la formation au Cameroun doit être beaucoup plus tournée vers une formation beaucoup plus professionnelle et non des structures de formation philosophique, littéraire. Donc il faut implémenter des nouvelles politiques de formation qui doivent contribuer de façon efficace à l'essor économique de notre pays.
commentaire sur ce qu'a dit le compatriote Bengan? Vous savez, le compatriote exprime là, j'allais dire, le fait que notre société est bloquée, complètement bloquée. Ou, je vais dire, tout est à construire, mais on dit aux citoyens qu'il n'y a rien à faire. Et dans cette situation d'impasse, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est la transformation. Et ça, il faut créer des entreprises. Et la seule chose qui accompagne ça, c'est l'énergie. Donner l'électricité, on crée aux opérateurs économiques, ils créent les entreprises de formation. D'accord. De transformation, pardon. Et le reste, on ne peut pas s'endetter pour créer des routes. Pour se développer. On va reprendre Constylamine pour le correcteur de posture. Constylamine, c'est à vous. Alors, une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur le plateau de cette émission pour parler bel et bien d'un accessoire médical, d'une jaquette médicale. C'est bel et bien le correcteur de posture. Ça fait exactement 1 mois, jour pour jour, que nous avons lancé au Cameroun la vente du correcteur de posture. Rappelez-vous, c'était bel et bien le 6 décembre 2019 qu'on lançait officiellement le correcteur de posture au Cameroun après plusieurs mois d'essai. On a fait pratiquement 7 mois pour essayer, c'est-à-dire de faire des enquêtes, une étude sur le correcteur de posture. Après un résultat positif, on a donc décidé le 6 décembre dernier de vendre le correcteur de posture. Et rendu aujourd'hui au 6 janvier, vraiment, chers téléspectateurs, je vous donne le bilan, je vous donne le compte rendu, il est positif. Oui, ils sont des centaines de personnes qui aujourd'hui ont retrouvé le sourire. Ils sont des centaines de personnes aujourd'hui qui sont contents parce qu'ils utilisent régulièrement, parce qu'ils portent régulièrement le correcteur de posture. Voici donc votre correcteur de posture. Vous avez la couleur blanche et bel et bien la couleur noire. C'est une jaquette médicale. Regardez comment il se porte. Appréciez bien sûr à travers l'écran ce correcteur de posture d'origine américaine. Il nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. Il est commercialisé dans le monde entier et ça fait exactement 1 mois qu'il est vendu au Cameroun grâce au concept Salaka. Comme son nom l'indique, le correcteur de posture, il permet de corriger, bien entendu, tout ce qu'il y a comme douleur au niveau du dos. Le correcteur de posture présente plusieurs avantages, à savoir, il permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou et au niveau des épaules. Il permet de redresser notre dos. Ah ben oui, il permet également de prévenir le mal de dos. Pour ceux qui n'ont pas encore mal au dos, utilisez régulièrement le correcteur de posture, vous serez prévenu contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également d'améliorer la circulation du sang. Voilà quelques avantages parmi tant d'autres liés au port d'une manière régulière du correcteur de posture. Je rappelle, chers téléspectateurs, nos amis qui passent le temps derrière un volant, qui passent le temps derrière les bureaux, ceux qui passent le temps à faire des travaux durs, alors je vous conseille bel et bien le correcteur de posture. Nin correcteur de posture. Obo titemo ponda na pondate. Mongo mongo musima bola PCC. Mongo mongo mo abende buam. Donc mototenye sengalemba tatan. Yande au magasin 1001 tapis. Anda correcteur de posture. Aussi quoi la peine d'aller mongo mo lama CC kem. Correcteur de posture, n'y a corrigé mongo, c'est-à-dire mongo. Correcteur de posture, n'y a bolana aussi ma benepé douleur au niveau n'y a mongo. Au niveau n'y a, il s'agit dikata. Au niveau n'y a ningo. Donc mototenye sengalemba tatan yande au magasin 1001 tapis et banjana wale di correcteur de posture. N'y a bouam. Correcteur de posture, n'y a ni dodi ouais ate. Ni correcteur de posture, n'y nyanga et dodi mangolo malambubukate. Le prix, il est de 10 000 francs. Le correcteur de poule avait donc à 10 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Je rappelle que le prix de 10 000 est un prix de promotion. Chacun devrait l'avoir. C'est l'occasion plus que jamais de courir, de passer la commande, quelle que soit la ville, je l'ai si bien dit, quel que soit le pays. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent votre correcteur de posture et dites adieu aux douleurs du dos et dites adieu aux douleurs des épaules. Je rappelle le prix, il est bel et bien de 10 000 francs. C'est un correcteur de posture neuf dans son emballage avec garantie. Vous l'avez à 10 000 francs au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Je rappelle qu'il est disponible en plusieurs couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Il est également en plusieurs tailles, que ce soit la taille L, la taille XL, toutes les tailles sont disponibles. Il se lave facilement et se porte
3 à 4 fois par jour pour une durée de 30 minutes par séance. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. Je rappelle que ce correcteur de posture, il vient nous donner le sourire. Alors chacun devrait l'avoir. Il est en vente au magasin Milan Tapis en face du Palais d'Ika avec le concept Salaka. Concept Salaka avec nous ce matin sur Equinox Télévision. On va prendre quelques messages seulement de ceux qui réagissent. Il y a tellement de messages, mais on va quand même sélectionner quelques-uns de ces messages pour les rendre sur tous les sujets que nous avons évoqués depuis 10 heures ce matin, Karine. Oui, et le fait que Macron leur a demandé de faire mettre sournoisement dans la tête des populations que accoucher beaucoup rend pauvres. Ça, c'est Marie-Pascale Mungo qui ce message doit faire beaucoup de plaisir à Bobo Bengal. Parce que ça nous rappelle évidemment ce que vous avez répondu quand Macron tenait justement ses propos au Burkina Faso, en visite au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou. Et il avait clairement parlé de faire un lien entre le taux de natalité et la pauvreté galopante sur le continent africain. Malheureusement, il disait que les femmes africaines font 6 à 7 enfants et que pour lui c'était trop. Il n'en fera même pas. Voilà. Demandez à ce gouvernement d'envoyer leurs enfants fréquenter dans ces écoles sous-développées au nord. Les Camerounais ont trop peur de protester. Vous souffrez au Cameroun, mais incapable de vous lever et de faire des marches et dire non à ce régime. Un autre message. Un dernier, on va prendre un dernier parce que... oui. Une relation qu'on critique trop là. Je me demande si ça va marcher. Pardon, faites le contrat de mariage comme les Américains. Ça, c'est Romy Roméo par rapport à l'histoire du C'est-à-dire quoi comment font les Américains? Les contrats, les mariages par contrat. Oui, et c'est-à-dire... Je crois. Non, veut dire que je sais, mais c'est pour dire quoi? C'est quoi la morale de l'histoire? Hélène devrait faire un contrat de mariage avec Marc. Oui. Pour une certaine durée, et si ça se passe bien, on renouvelle le contrat. Qu'est-ce que ça résout? Il faut écouter l'histoire. Vraiment, je ne comprends pas. On vous dit qu'il a signé un contrat de monogamie avec, donc il n'est même pas en capacité actuellement de se marier sur le plan légal. Sauf s'il change. Changer de régime. Oui. Bon, j'ai du mal à... Parce qu'après, ils s'entendent tous les deux avec la dame. C'est celle avec qui il est marié officiellement. Il y a des aînés qui ont changé. Il dit, mais il faut qu'ils soient d'accord avec celle avec qui ils sont... Que celle avec qui ils sont... C'est d'ailleurs les premières femmes qui sont allées saisir le tribunal pour changer voilà, de régime. Donc c'est une affaire où il faut gérer, qu'il faut gérer. Merci. Je pense que ma fille fera ça. Voilà. Louis Karine, vous avez une alerte? Il y a un message qui dit que oui, Hélène, mamie, calme-toi, à 23 ans, tu trouveras ta part si celui-là ne veut pas t'épouser. Voilà. Ce message pense comme vous. C'est quand même assez tout à fait surprenant que vous ayez insisté pour qu'on lise ce message. Merci infiniment à vous, cher monsieur, chère dame. Merci Charles Hamel, merci Bobo Bengal, merci Karine et Dominique Audry, merci à toutes nos équipes techniques, François Dikoumé, Cédric Chouna et Carlos Mignot. Madame, monsieur, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour un nouveau numéro. Restez sur Equinox Télévision parce que nos programmes s'enchaînent au courant de la journée. Que Dieu bénisse le Cameroun.